Claude Herman se définit lui-même comme un soldat perdu, car lors d'une opération au Congo en 1999, il s'est retrouvé cette fois au centre d'une partie aux enjeux autrement plus importants. Lui qui avait troqué pour l'occasion son costume de GPS contre le treillis du mercenaire a perdu gros cette fois. Plusieurs mois de prison sans aucune nouvelle de celui ou de ceux qui l'avaient envoyé là-bas. Le sentiment pour le soldat Herman d'avoir été trahi et une seule pour sortir, parler. C'était une pièce qui faisait 5 mètres de long sur 3 de large. C'était sol bétonné, mur blanchi à la chaux et une petite lucarne qui était à 2,50 m d'auteur qui faisait 20 sur 20. Pas de conditions sanitaires, pas de conditions d'hygiène, pas de toilettes. C'était à poil et dormir par terre à même le béton, à même le béton sur une petite paillasse de mousse qui faisait 5 cm. 8 mois de prison à Brazzaville. C'est le prix payé pour sa dernière opération. Parti au Congo avec d'autres membres du DPS, il s'est retrouvé sur place accusé de complot. Un ancien militaire croate, Gérard Lastrik, était lui aussi du voyage au Congo. Dans sa maison de Zagreb aujourd'hui, il se souvient de l'épreuve. Dès qu'ils ouvraient la porte, comme j'étais tout seul à l'intérieur, je ne pouvais pas manger ni les murs, ni rien du tout. Dès qu'ils ouvraient, je rejetais à manger. Et ça durait 22 jours comme ça. Le docteur, il a vu qu'après 22 jours, il a dit mais lui, il arrivait, tu sais que tu peux mourir, que si, que ça. Moi, je rigolais, j'ai dit, j'ai plus rien à perdre. Pourtant, tout avait bien commencé. À l'époque, la presse avait même annoncé l'opération. Sassou Nguesso avait choisi Bernard Courcelles pour diriger la garde présidentielle. Le billet d'avion, c'était Courcelles qui avait payé le billet d'avion. Et à leur arrivée, les hommes de Courcelles sont plutôt bien accueillis. On leur délivre même des cartes de police. Mais très vite, pour Claude Herman et ses amis, le piège se referme. Jeté en prison, accusé d'avoir préparé une tentative d'assassinat contre le président Sassou Nguesso. À Brazzaville, on parle de complot. C'est le type même du faux complot monté pour mouiller quelqu'un. La cible de ce faux complot n'est autre que l'ancien président Pascal Lissouba. C'est lui que le pouvoir veut impliquer à travers les mercenaires français jetés en prison. Leur procès va devenir une affaire d'État. Sassou, voyant la tournure que prenaient les événements, a décidé, après jugement, de les gracier. Et non pas ce qu'ils avaient décidé avant, c'est-à-dire de les surprendre au moment d'une tentative d'évasion et de tirer dessus. Les mercenaires sont graciés et l'objectif de la manipulation est atteint pour Sassou Nguesso. Faire condamner son prédécesseur réfugié aujourd'hui à Londres à 20 ans de prison. Mais au fond de sa cellule, pendant sa détention, Herman n'a pas attendu sans rien faire. Pour faire avancer sa cause, il a rédigé ses premières confessions sur ses activités réelles au sein du DPS. Nous, on se voyait mourir, on ne se voyait pas rentrer, on se voyait faire la France nous lâcher, on se voyait faire 30 ans de prison quelque part. Cette affaire congolaise avait très mal tourné, on ne devait pas rentrer sur la France. Donc le seul moyen de transmettre un message à M. Courcelles sur ses opérations en France, notamment vis-à-vis du réseau Fantôme, son trafic d'armes, et ainsi de suite, et son opération congolaise, et de lui faire comprendre que des documents étaient passés, on avait certains documents, et qu'il fallait qu'il intervienne en notre faveur. Et pour prouver sa détermination, il parvient à faxer en France ses manuscrits, signés Claude Herman. Nous sommes au mois d'août 99, la date de la télécopie en témoigne. Déjà à l'époque, bien avant ses déclarations à la presse donc, Claude Herman évoque le programme Fantôme mis en place en France au sein du DPS. Inquiétant programme en vérité. Il y est question de déstabilisation de quartiers, de vente d'armes de poing, d'incitation à la rébellion, de délinquance urbaine. Avec l'organigramme, un texte, les règles de sécurité élémentaires d'une vie de fantôme. Il leur est interdit de téléphoner, écrire ou faire quelque chose qui laisserait des traces et relierait le fantôme au front. Ils sont nomades et indépendants. C'est grâce à ces papiers que la famille ici sur place ont pu signifier à M. Courcelles que certaines choses allaient se découvrir, il fallait qu'il intervienne. Vous savez, si on a été gracié au lendemain de notre jugement, ce n'est pas pour rien. Mais de retour en France, Claude Herman va continuer à lever le voile. Cette fois, il révèle un projet d'assassinat ayant visé début 99 l'ancien ministre des Finances congolais de Pascal Lissouba, réfugié politique en France depuis 5 ans. C'est la dernière mission officielle que j'ai reçue en tant que fantôme. C'est-à-dire on nous a demandé de savoir qui, quoi, comment, ses déplacements,
ses visites, ses habitudes. On nous a demandé, par le biais de M. Bernard Courcel pour le compte du ministre Pierre Robin, on nous a demandé un rapport détaillé et complet de sa vie. Ennemi juré de Pierre Oba, l'actuel ministre de l'Intérieur congolais, Mugunga Ngila réside depuis 5 ans dans un village du Val d'Oise. À l'époque, il avait senti la surveillance et avait alerté les services de police. Souvent, il y a des voitures qui venaient là, qui s'installaient. Bon, on se demande bien d'où elles venaient, parce que c'est des gens qui n'étaient pas habitués, qui n'étaient pas mes voisins, qui n'étaient pas les amis de mes voisins. Qu'est-ce qu'ils venaient bien faire là? Voyez-vous? Bon, il y a aussi parfois des circulations de motos qui passaient à une vitesse assez inhabituelle. Bon, trop proche de ma voiture à mon avis. Alors bon, je me disais, mais tout ça c'est quoi? Plusieurs membres du DPS ont participé à cette mission. Et les postes d'observation ne manquaient pas autour de la maison. À côté du cimetière, un chemin conduit à des rangées de buissons où Herman et ses hommes se dissimulaient. Quand vous êtes là-bas, vous avez une vue extrêmement claire de ce qui se passe ici. Donc avec les instruments dont ils disposaient, c'est facile. Bernard Courcel admet l'intérêt de ces surveillances, mais il ne veut en aucun cas en endosser la responsabilité. Vous savez, hein, il était intéressant de savoir ce qui se disait sur la place de Paris, ce que faisait l'opposition congolaise. Ça, tout le monde le sait. Hein, ils sont d'une discrétion telle que tout Paris est au courant dès qu'il y en a un qui bouge au pied ou qui dit une phrase de travers, dans leurs réunions mondaines et autres, et diverses, et dans les lieux publics qui sont loin d'être discrets. Alors maintenant, d'avoir des informations sur ce que disait ou ce que faisait M. Mugunga, ça c'était intéressant. Quand je les avais, je les transmettais. Mais je n'allais pas à la pêche aux informations, elles arrivaient tout de suite. Hein. Et puis quand on est allé chez M. Mugunga Ngila, il y est allé de sa propre initiative. Il dit, bah oui, je sais où il habite, j'ai déjà été, disait-il. Je connais. Il y est allé 2 fois, oui, c'est vrai, à ma connaissance 2 fois. J'ai dit stop, ça sert à rien. Hein, ouais, de toute façon, ce qu'il faudrait, si ça se trouvait être tranquille, il faudrait l'éliminer, etc. Tout ça, ça fait partie de son délire. C'est vrai qu'il a tout intérêt maintenant à dire ce n'est pas moi, c'est lui, mais dans la logique, c'est complètement irréel. Selon Herman, l'élimination de l'opposant congolais aurait été annulée in extremis. Entre le 25 février et le 4 mars, on nous demande l'élimination physique de M. Mugunga Ngila. M. Courcel nous dit, nous avons l'aval des services français, nous sommes couverts, il n'y a pas de problème, Sassou est un ami de la France, cette opération peut se faire entre guillemets au grand jour, vous avez le feu vert, vous pouvez foncer. Et je sais que cette opération, à 2 heures, les explosifs étaient en place, à 5 heures, sur un coup de téléphone, l'opération est annulée. Pour l'exilé congolais, le témoignage d'Herman n'est pas vraiment une surprise. Fin 98, il avait été informé d'une réunion planifiant son exécution à l'hôtel Méridien à Paris. Il y avait M. Oba et 3 Français, dont M. Courcel. Vous avez su qu'il y avait un... Oui, tout à fait, j'avais su qu'il y avait M. Courcel. Et donc quand je l'ai vu dans certaines affaires, bon, je n'ai pas été surpris. Oui, c'était un contrat, bien entendu. Ils ne peuvent pas faire ça pour les beaux Sassou. C'était un contrat, il leur proposait de l'argent. Et bon, en raison de cela, je crois que c'était entre 3 millions de francs français et 1 million de dollars. Donc, vous savez, c'était du simple double, en quelque sorte. Hein, bon. Pour votre... Pour mon élimination. Ouais. À la suite de ces révélations, une information judiciaire pour association de malfaiteurs a été ouverte à Pontoise. Claude Herman a été entendu le mois dernier. D'autres anciens du DPS devraient être convoqués à leur tour. Antoine Glaser connaît parfaitement l'Afrique, mais aussi ses zones d'ombre. Bonsoir. Vous animez la lettre du continent. On peut dire que c'est une publication bien informée. On dira une lettre spécialisée sur l'Afrique. Voilà. Cette opération au Congo qu'on vient de voir dans ce reportage, vous en avez entendu parler à l'époque? Oui, bien sûr. C'était bon, tout le monde savait que ces mercenaires qui étaient partis au Congo, on savait que le président Sassou Nguesso, qui est un homme un peu de renseignement, de secret, avait aussi aimé bien s'entourer un peu d'hommes de sécurité et donc recrutait toujours énormément sur Paris et que, évidemment, au niveau de l'opposition, on savait qu'ils étaient partis là-bas. On a entendu après qu'ils avaient été arrêtés pour tentative de coup d'État. Et franchement, dans le milieu, tout le monde savait que c'était bidon dès le départ. Mais comment vous analysez ce fiasco ? Parce que ça fait partie, c'est un fiasco vu de Paris, mais je veux dire là-bas, je veux dire quand il y a des hommes de sécurité, des mercenaires qui arrivent et autres, vis-à-vis de l'opposition et vis-à-vis des Congolais, il ne faut pas oublier que c'est un pays qui a eu un conflit extrêmement dur, où il y a eu un coup d'État, le président est arrivé avec un coup d'État, donc il y a des milices, donc il y a beaucoup de gens qui ont été là-bas pour déjà encadrer des miliciens et autres. Donc c'était un groupe de mercenaires, mais je pense que le Quai d'Orsay a réagi très vivement quand il a vu que les types étaient les Français, qu'il allait y avoir un procès et que tout le monde a su que c'était une grosse manipulation.
Alors, lorsque vous avez travaillé sur des dossiers, j'allais dire plus globalement en Afrique, est-ce que vous avez entendu parler de Bernard Courcel, et si oui, dans quels termes? On a beaucoup entendu parler de lui, surtout sur le Congo. Ailleurs, il a surtout été, on a parlé au Congo, il y a le Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Et c'est vrai que c'est surtout dans cette région d'Afrique centrale où finalement c'est une zone de conflit et où il y a beaucoup de recrutement. Et sur Paris, il n'y a pas des milliers de sociétés de sécurité qui sont plus ou moins liées, qui font ce qu'on appelle la sécurité politique. Ça veut dire liées à des chefs d'État qui recherchent des gros bras ou des gens pour faire du renseignement. Mais qu'est-ce qu'on disait de lui ? Très franchement, il paraissait toujours comme un technicien, c'est-à-dire un recruteur, des gens qui recrutaient. Alors il y avait son frère, il y a Nicolas et Bernard Courcel, et à l'époque on disait c'était quand même particulièrement sur le Congo. Ça c'est ce qu'on disait de lui, j'allais dire au niveau quasi technique, mais oui. Qu'est-ce qu'on disait de lui en appréciation par exemple? Est-ce que c'est quelqu'un de comparable à Bob Denard? Non, c'est-à-dire ça n'a rien à voir. Bob Denard, c'est vraiment la guerre froide. Hein, pour les gens qui nous connaissent pas, Bob Denard, c'est lui. Enfin, il s'intitule Corsaire de la République parce que parmi toutes les opérations et coups d'État qu'il a pu faire dans sa vie, principalement aux Comores d'ailleurs, ça a toujours été, comme il les expliquait, avec un feu orange des services français. C'était la guerre froide, en liaison la guerre entre les blocs, l'Ouest et l'Est. Et donc, quand il y avait un pays avec un chef d'État qui déplaisait, à ce moment-là, il y avait un coup d'État. Et c'était des gens qui étaient utilisés pour faire les sales besognes, pour faire les trucs que les services officiels refusaient de faire. Je vous dirais surtout que c'est la période historique qui a changé. Ça veut dire Bob Denard intervenait dans une période où la France, en tant qu'ancienne puissance coloniale, avait un précaré à défendre et avait des zones d'influence, de la même façon que vous aviez les Britanniques avec les SAS et maintenant une boîte qui s'appelle Sandline, de la même façon que les Américains sont arrivés après avec un groupe privé maintenant qui s'appelle MPRI. Chacun défend sa zone d'influence avec un certain nombre de groupes privés, de sécurité privée. À la marge de tout ça, il y a des gens qui sont, il y en a qui sont contrôlés et d'autres qui sont incontrôlables. A priori, Courcel faisait partie, était à la charnière entre les deux. Mais je ne vais pas vous dire ce que je ne sais pas. Ça veut dire, est-ce qu'il n'y a jamais eu un feu orange pour monter une manip sur le Congo? C'est absolument évident. Est-ce qu'il n'a pas fait preuve à un moment, Bernard Courcel, d'un peu d'amateurisme ou alors même, on peut dire, d'un peu de mégalomanie? C'est aussi, ce sont des contrats. Je veux dire, le ministre de l'Intérieur, Pierre Oba, il vient à Paris, il cherche des boîtes de sécurité pour faire le sale boulot. Vous acceptez pas. Ça n'a rien. Il n'y a pas de loi actuellement. Il y en aura peut-être une plus tard, mais il n'y a pas de loi actuellement pour interdire ce genre d'opération. Et à partir de ce moment-là, ça reflète, pour moi qui suis africaniste, ça reflète malheureusement la dérive de ce continent, la marginalisation de ce continent. Ça veut dire, au fur et à mesure que l'État français se retire, ne soutient pas les États comme dans le temps où il y avait des officiels français dans les présidences et autres, ce qui n'était pas mieux. Mais je veux dire, je constate ça. Du coup, il y a un retrait, il y a un désengagement français du continent, et donc l'Afrique risque de devenir une sorte de continent de criminalisation, de mercenariat, parce que c'est un pays de rente avec du pétrole, du diamant. Au Congo, il y a une production pétrolière qui commence à monter, qui est importante, donc ça donne du cash, et donc vous allez avoir des tas d'aventuriers. Alors vous dites, il n'y a pas de loi pour l'instant, parce qu'en fait il y a un projet de loi. Oui, c'est-à-dire à la suite justement d'un certain nombre d'actions en Afrique et de conflits armés, il y a une loi qui est en préparation au niveau du ministère de la Défense, une loi pour interdire aux militaires français de rentrer en tant que mercenaires dans tout conflit armé en Afrique. Ça veut dire qu'il serait jugé et condamné. Actuellement, un mercenaire français, un ancien militaire, qui serait recruté par un pays africain pour faire des opérations de déstabilisation chez le voisin ou autre, il y aura une condamnation. Mais cette loi n'est pas passée en France. Et ça, c'est souhaitable d'après vous? Bien sûr. L'Afrique du Sud a aussi, l'Afrique du Sud qui était un grand pays de mercenariat avec un grand groupe qui s'appelle Executive Outcome, a pris l'année dernière aussi une loi interdisant toute forme de mercenariat, non seulement chez lui, mais dans les pays voisins. Mais je veux dire, bon, c'est la loi. Mais le grand problème de fond, c'est que à partir du moment où il n'y a pas de maintien de la paix, les Nations Unies ont beaucoup de difficultés à intervenir dans les conflits en Afrique. Donc c'est bien pour ça que la sécurité privée devient extrêmement importante. Alors on a l'impression aujourd'hui, quand on regarde tout ce qui s'est passé autour de Bernard Courcel, on voyait son portrait tout à l'heure, qu'en ce qui concerne la Tchétchénie,
Tchétchénie, la Croatie ou l'Afrique. Bon, il y a des choses auxquelles la justice française pourrait s'intéresser. C'est pas le cas, enfin en tout cas très très peu. Est-ce qu'il bénéficie d'après vous d'une impunité? Est-ce que les services ont tendance ou intérêt, j'allais dire, à laisser filer des choses? J'ai l'impression que c'est quand même une sorte de queue de comète de la guerre froide. Ça veut dire qu'il va y avoir comme ça un certain nombre de gens qui ont rendu des services. Ces gens-là sont souvent protégés. Ça s'est vu notamment en Serbie ou autre. Ça veut dire des mercenaires, des Serbes ou des Croates qui avaient eu la nationalité française, qui avaient servi les intérêts de la France dans un certain nombre de pays et qui n'étaient plus sous contrôle, qui n'étaient plus drivés ou autres. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que souvent, ils sont encore protégés. Ils sont encore protégés par des anciens, compte tenu des services qu'ils ont rendus. Et on a l'impression que, du coup, il y a des opérations qui sont sous contrôle. Mais du moment que ça ne va pas contre les intérêts de la France, souvent, on laisse faire. Et puis, c'est très difficile. Il y en a de plus en plus. Il y a un reformatage de l'armée française. Donc, vous allez avoir des centaines non seulement les anciens légionnaires, mais des militaires jeunes, des sous-officiers, des officiers qui sont à la retraite et qui n'ont pas forcément envie de faire du gardiennage avec des chiens-loups. Donc, vous allez leur proposer 20 000 ou 30 000 francs, comme ça s'est passé des débuts au printemps 2001, pour aller au Congo-Kinshasa faire un coup contre Joseph Kabila. Et il y avait une cinquantaine de types comme ça qui étaient à l'hôtel Intercontinental, au vu et au sud de tout le monde, en train de préparer un coup de force. Et un coup qui a été arrêté vraiment par les services français à la dernière minute, qui a dit aux 2-3 officiers qui étaient à la tête de ce truc-là, il dit, mais monsieur machin, arrêtez, sinon on va, et ce sont d'ailleurs, je crois qu'il y a des suites judiciaires, enfin de surveillance de la DST ou autre, mais je veux dire, en décembre, vous avez une dizaine d'anciens militaires français, de légionnaires, il y avait RPIMA, enfin il y avait plusieurs militaires, des sous-officiers qui sont arrivés, qui voulaient renverser sur l'île de Moroni, qui voulaient prendre réellement le pouvoir aux Comores. Bon, je veux dire, c'est absolument incroyable de penser, on a l'impression que ça ne peut pas se produire, qu'ils ne peuvent pas sortir et autres, mais pas du tout. C'est ça se produit encore. Tout à fait. Antoine Glaser, pour conclure, j'ai l'impression en vous entendant que vous êtes en train de nous annoncer, entre guillemets, une privatisation du mercenariat, c'est-à-dire société privée maintenant, et que ça vous inquiète plutôt. Bien sûr, parce qu'il y a une privée, bien sûr. Parce que franchement, il y a, je veux dire, si c'est au sein même de la profession, les gens sont pas un peu sérieux, je vois pas qui va contrôler des centaines de types qui vont en Afrique et je veux dire dans des États extrêmement faibles. Il y a un pays sur 3 en Afrique qui est plus ou moins dans un conflit à sa frontière. Soit il est intervenant, soit c'est un problème à sa frontière. Donc je veux dire, la privatisation, il y a des grands groupes de sécurité qui travaillent d'une façon à peu près ontologique, mais je veux dire, à partir du moment où ils travaillent là où il y a la rente, c'est-à-dire le pétrole, les mines, je veux dire, là où c'est vraiment intéressant, ils se font payer directement en diamant, qui va contrôler ça? Merci en tout cas d'être venu témoigner sur le plateau de Pièces à Conviction. Voici maintenant les livres ou les documents qui nous ont aidés à préparer cette émission. Le DPS, Service d'ordre du Front National ou Garde prétorienne, rapport de la commission d'enquête numéro 1622 de l'Assemblée nationale de Guy Hermier et de Bernard Grasset. Enfin, C'est Messieurs Afrique d'Antoine Glaser et Stephen Smith aux éditions Calman Levy. C'est la fin de ce numéro de Pièces à Conviction. On se retrouve pour une nouvelle émission exceptionnelle la semaine prochaine consacrée aux affaires politico-financières avec la sortie du livre du juge Alphen qui sera d'ailleurs notre invité. Excellente fin de soirée sur France 3. Bonsoir.